Ok. Alors, désolé, nous avons commencé avec 5 minutes de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper cela. En tout cas, bienvenue à ce webinaire gratuit. Alors, on va essayer de couper les micros pour ne pas qu'il y ait trop d'interférences. Euh, alors, donc, le thème, c'est l'IA appliquée à votre métier. Donc, l'objectif, vraiment, je veux que ça soit une séance d'initiation, mais en même temps une séance pratique qui va permettre non seulement d'avoir une idée de ce que c'est que l'IA, mais en même temps de vous permettre de débuter avec quelques exemples dans le métier que vous faites. Donc déjà, on va commencer par une présentation du formateur et ensuite on va aller dans les thèmes. Ok, donc moi je suis Baba Kourouma. Je suis diplômé de l'American Intercontinental University. Donc c'est une université aux États-Unis à Atlanta où j'ai fait ce qu'on appelle le MICS, c'est-à-dire l'ingénierie logicielle, mise en place de systèmes d'information. Je suis directeur général de l'Alliance Computer Consultant. Donc, c'est une structure qui évolue dans le domaine du génie logiciel, mais tout dernièrement, nous sommes orientés surtout vers l'IA, tout ce qui est stratégie digitale des entreprises, etc. Moi-même, je suis consultant en digitalisation et en intelligence artificielle. Donc, nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie de digitalisation et d'optimisation de leur processus en utilisant des outils numériques, notamment l'intégration de l'IA. Je suis enseignant en génie logiciel. J'interviens dans plusieurs grandes écoles et je suis aussi PMP, Project Management Personnel. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, en peut-être bon, 45 à une heure de temps, c'est déjà savoir ce que c'est que l'IA. On a une audience qui est vraiment mixte. Il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup ce que c'est que l'IA. Il y a d'autres, par contre, qui ne savent pas ce que c'est que l'IA. Donc, on va quand même prendre un peu de temps pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est que l'IA ou peut-être qui n'ont pas une notion réelle de ce que c'est que l'IA, d'expliquer ce que c'est que l'IA. Et puis, bon, pourquoi elle, déjà, l'IA, on l'utilise déjà sans le savoir. Et c'est quels sont les types d'IA, voilà, et leurs usages. Et aussi, on va voir comment, dès demain, là, dès qu'on finit cette séance de travail, vous pouvez commencer déjà à avoir des gains en termes d'utilisation de l'IA. Bon, on verra un peu si on va déborder un peu. On va essayer d'orienter certaines questions, certaines missions, certaines entreprises, certaines personnes qui sont là pour essayer de voir ce qu'ils font. Et on va utiliser ces cas-là pour pouvoir orienter enfin, l'exercice que vous allez faire dès demain pour que vous commenciez à utiliser l'IA. Aussi, on va parler aussi de ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire comment parler à l'IA. Donc, c'est des méthodes simples. Bon, il y a des best practices, il y a des choses qu'il faut faire qui sont un peu compliquées, mais on va rendre ça très simple. En 4 étapes, ce qu'il faut pour pouvoir obtenir un bon résultat à l'utilisation de l'IA. Et en dernier lieu, on va parler aussi des précautions à prendre lorsqu'on va utiliser l'IA. Alors, donc, pour parler simplement, hein, l'IA, c'est vraiment un programme informatique. Parce que l'IA s'appuie sur l'informatique. Et c'est ce programme-là qui a été, on l'a entraîné sur des millions d'exemples. Et, et à travers cet entraînement-là, l'IA peut nous donner des réponses en langage, ce qu'on appelle naturel. Quand on parle de langage naturel, c'est tu lui poses des questions et il répond. Avant, pour pouvoir poser des questions à un programme, il faut créer un autre programme qui va interroger l'autre programme pour pouvoir
donner une réponse. Et avec l'IA, ce n'est plus un programme qu'on va envoyer pour pouvoir parler à une base de données, mais on va parler en langage naturel. Donc, c'est pour ça qu'on parle de LLM, Large Model Language. OK? Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'avant, ce n'était pas possible et aujourd'hui, c'est possible? Voilà, c'est parce que les infrastructures ont évolué. Sinon, l'IA existe depuis longtemps. Donc, l'IA, plutôt que d'écrire un programme, on va donner des exemples à l'IA et puis l'IA, en fonction de ces exemples-là, va dire de quoi il s'agit. On prend un exemple, un enfant qui naît, on n'est pas obligé de lui montrer ce que c'est qu'un chat et un chien. Au fur et à mesure de son évolution, il va regarder un chat, il va pouvoir déterminer la différence entre un chat et un chien de façon naturelle. Mais un programme informatique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un programme informatique, il faut l'entraîner à reconnaître la différence entre un chat et un chien à travers ce qu'on appelle des labels, c'est-à-dire des informations, des caractéristiques qui diffèrent d'un chien à un chat. Donc, par exemple, on va prendre par exemple la taille, les yeux, les oreilles, la ferrure du chat et du chien. On va se dire, par exemple, que un chien est beaucoup plus grand qu'un chat. Donc, la taille. Donc, on va entraîner l'IA à reconnaître un chien d'un chat à travers sa taille. Mais malheureusement, on peut voir des chiens qui sont plus petits que des chats. Et donc, du coup, on va apprendre à l'IA de déterminer, en fait, ici, ce qu'on appelle ici des irrégularités. Voilà. Donc, je vais mettre le point là. Donc, des irrégularités. Donc, c'est à travers ces irrégularités-là qu'on va donner des millions et des millions, des millions, des millions d'exemples de chats et de chiens. Et finalement, l'IA lui-même va se faire une méthodologie pour reconnaître ce que c'est qu'un chien et un chat. Et ça, c'est un exemple simple. Donc, imaginez qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de concepts et que l'IA doit apprendre. Avant, ce n'était pas possible parce que les infrastructures informatiques ne permettaient pas de le faire. Donc, on n'avait pas assez de puissance de calcul pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'entraîner les IA là à apprendre à déterminer ce que c'est qu'un chien et un chat. Mais il faut dire que ici, l'IA là ne comprend pas en fait ce qu'on lui dit, mais l'IA ne fait référence à ces données antérieures pour pouvoir nous dire, lorsque nous donner une réponse. L'IA ne fait que prédire en fait le prochain mot. Je donne un exemple et on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va parler des contextes. L'IA va déterminer, lorsque je dis maman va, l'IA va déterminer maman va là. Je regarde dans ma base de données quel est le mot qui est proche de maman va. Quel est le mot qui est utilisé le plus dans le langage naturel là, des hommes. Quand les hommes disent maman va, quelle est la probabilité que ça soit au travail, au marché, à l'école, etc. Donc, du coup, l'IA va regarder et puis va voir que la probabilité que c'est maman va au marché, elle est plus grande que maman va au travail, spécifiquement lorsque on se situe en Afrique, par exemple. Maman va toujours au marché. Par contre, papa va où ça? Au travail. Donc, vous voyez que l'IA ne fait que prédire ce que les gens ont dit auparavant pour pouvoir nous donner une réponse. Bon, l'IA, ce n'est pas nouveau. Ça existe déjà il y a très longtemps, mais de façon mécanique. Par exemple, Siri, c'était une IA d'une manière ou d'une autre qui avait pu apprendre à prédire un peu ce que les gens vont faire, etc. Et Google Assistant, etc. Tout ça, c'est des IA. Et on les appelle des assistants vocaux. Après, il y a ce qu'on appelle des recommandations. Où il y a très longtemps que lorsque vous allez sur Netflix et que vous tapez, que vous rentrez sur Netflix automatiquement, Netflix vous propose
euh, des films à regarder. Et vous cliquez, au fur et à mesure que vous choisissez, au fur et à mesure, Netflix connaît un peu vos envies et puis vos préférences. Et d'ailleurs, même, il y a des études qui disent que 80% des films que vous regardez sur Netflix, c'est par recommandation. C'est parce que l'IA, l'IA a appris en Netflix ce que vous voulez et puis il va vous recommander. Et 80% du temps, il a raison parce que quand vous regardez jusqu'à la fin, par exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a Jumia. Hein. Tout le monde a acheté sur Jumia. Quand vous allez sur Jumia, vous faites un achat. Jumia va vous proposer ce qui va avec ce que vous avez acheté. Et comment? Parce que l'IA va regarder, lorsque on achète par exemple un téléphone, 90% du temps, vous allez acheter des accessoires. Donc, il va proposer l'accessoire qui va avec, etc. Donc, il y en a plein. Il y a les navigations, il y a les anti-spam, il y a les photos, les visages et tout ça. C'est des l'IA. C'est des l'IA qui est utilisé pour pouvoir faire cela. Alors, avant 2012, 2022 et l'avènement de ChatGPT, on avait quand même une IA, mais qui n'était pas visible. Elle était dans les, dans les aspects techniques. Hein. Par exemple, la météo. On a utilisé l'IA dans la météo il y a très longtemps pour pouvoir prédire un peu la pluie, les feux de signalisation, etc. Tout ça utilisait avec ce qu'on appelait les bases de connaissances. Voilà. Et c'était réservé aux ingénieurs et aux grandes entreprises. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que l'IA est beaucoup plus accessible? Parce que maintenant, l'IA est accessible à une grande partie de la population. Et avec ce qu'on appelle l'IA analogique. Donc, l'IA générative l'IA générative permet de générer, c'est-à-dire que le résultat qui était donné de façon mécanique, de façon technique, euh, il y a une possibilité maintenant pour l'IA de vous donner ça en un langage que tout le monde peut comprendre. Et ce qui fait qu'il y a une très grande adoption de l'IA. Par exemple, il y a McKinsey qui a fait des études l'année passée et qui voit qu'il y a en Europe et aux États-Unis, 111% des entreprises déjà utilisent l'IA générative dans au moins une des fonctions de leur entreprise. Et aujourd'hui, on est à plus de 80% déjà un peu par exemple aux États-Unis où l'IA est intégrée beaucoup. Alors, donc ça, c'était un peu la définition de l'IA. Et puis, maintenant, on va voir quels sont les types d'IA et ce qu'on peut en faire. Alors, il y a deux grands types d'IA. Il y a deux grands types d'IA. Le premier type d'IA, c'est des IA qui prédisent, hein, la prédiction, qui vont détecter quelque chose, c'est-à-dire en fonction de l'historique, en fonction de certaines conditions, qui va dire voici ce qui va arriver. Donc, on va analyser, on va classifier et puis on va anticiper. Après, il y a l'IA générative dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'IA générative, au départ, hein, il n'y a même pas 3 ans, ça a commencé avec un texte simplement. Avec ChatGPT, ChatGPT ne pouvait que vous répondre par texte. Mais aujourd'hui, les IA ont évolué pour nous donner même des documents. Aujourd'hui, l'IA peut proposer des documents. D'ailleurs, dans cette formation-là, dans cette séance de travail, plutôt que de faire des, des prompts qui vont nous donner des textes, je pense que si tout le monde peut le faire, on va aller beaucoup plus dans l'IA générative qui va générer des documents. Donc, on va aller dans ce sens-là. Et je pense que pour ceux qui ne savent pas faire le prompt engineering, on aura des séances de formation pour ça, parce que je vois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont une connaissance dans l'IA et je ne voudrais pas les ennuyer avec des prompts et puis avec des réponses des prompts, etc. Parce que ça, c'est très simple à faire. Mais on va utiliser
pendant les 40 minutes qui nous restent là, à créer du contenu réel. Alors, il faut dire une chose. Si l'IA, si vous demandez à l'IA de vous donner un document, de vous produire un document, en réalité, ce n'est pas l'IA qui vous donne le document. Et c'est un peu ça, un peu ce que les gens ne vous disent pas. C'est un programme qui est connecté à l'IA qui permet de créer le document. Donc ça, c'est et en fonction de chaque entreprise, soit ChatGPT, Open Cloud, Anthropic, etc., ou bien même Google Gemini, etc., euh, ils envoient des données à l'IA et l'IA leur répond dans un langage euh, informatique et ils prennent ce langage informatique-là pour créer en fait le document ou bien créer l'image. Mais bon, nous, on dit que bon, c'est l'IA qui a généré le document ou bien l'image, etc. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle, on appelle cela le harness. C'est le harness qui est entre l'IA et vous. C'est lui qui essaie de traduire un peu les informations qui sont générées par l'IA en un document. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à l'IA? On peut lui demander d'écrire ou bien de corriger des CV, de répondre ou bien d'expliquer à des questions, de vulgariser. Alors, la vulgarisation, par exemple, c'est pas, la plupart des gens ne l'utilisent pas. Que ce soit surtout dans ChatGPT, vous avez la possibilité d'ajouter des documents et demander à l'IA de vous former sur ce document-là. Donc, euh, il y a bon, organiser les résumés, ça, c'est tout le monde sait comment faire ça. La traduction, la création des visuels, la création des voix et de l'audio, l'analyse des données, et puis surtout le codage, le développement de l'application. Maintenant, depuis un certain temps, hein, depuis un an, 2 ans, non, peut-être 2 ans, hein, nous sommes quittés de l'IA qui génère du texte à l'IA qui génère du contenu, des images, des médias, etc., des vidéos. Maintenant, on s'est dit, oui, mais tout ça, c'est bon, mais qu'est-ce que l'IA peut apporter, nous, en tant qu'organisation, entreprise, ou bien moi, en tant que chef d'entreprise? Donc, du coup, au lieu que ce soit une IA à laquelle on pose des questions et nous donne soit un document ou un texte, maintenant, on veut que l'IA exécute des tâches. En fait, c'est la nouvelle tendance maintenant, en fait. Donc, ce qu'on appelle l'IA, les agents IA. Donc, les agents IA, à la différence des chatbots et autres, là, c'est des agents, c'est des IA qu'on entraîne sur nos processus. Et cette IA-là, de façon autonome, va aller exécuter ses processus, ses tâches, et puis nous donner un résultat. Et donc, on appelle ça des agents IA. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui commence à être vulgarisé. Et il y a même une IA, là, bon, un agent qu'on a appelé OpenClaw. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un jeune homme qui a créé un script qui s'appuie sur des IA et qui vous permettent, vous, en tant que chef d'entreprise et autres, d'organiser votre journée de travail, de vous orienter, de vous donner des choses, etc. Donc, c'est un peu comme un assistant, mais c'est un assistant qui prend des initiatives. Voilà, vraiment c'est vers ça qu'on évolue. On n'est plus dans une histoire où on pose des questions et nous répond. On va vers des IA où on leur donne un objectif. Je peux lui dire, bon, organise une réunion. Je suis par exemple dans une entreprise et je dis à l'IA, bon, j'essaie d'organiser une réunion du conseil d'administration, par exemple. Et l'IA connaît un peu les différents membres du conseil d'administration. L'IA va commencer à générer déjà le contenu. Il va envoyer les emails. Il va s'attendre aux réponses, etc., etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce genre de choses. Même au niveau de commercial, surtout, au niveau commercial, on peut créer des agents IA commerciaux qui vont aller regarder dans votre base de données des prospects et regarder les prospects que vous n'avez pas, par exemple, contacté depuis un certain moment et en fonction d'un certain nombre de critères, lui-même, il va générer des,
des emails, des messages, etc. Et puis, en fonction des préférences du prospect, envoyer un email et s'attendre à ça. Et puis, savoir exactement quel est le contenu qu'on doit envoyer à tel prospect en fonction de l'historique, etc. Donc, on appelait ça OpenClaw. C'est un jeune homme qui a fait ça. Il a vendu ça à 50 milliards. 50 milliards de dollars. Alors, il y a aussi MS aussi. MS, c'est aussi un autre agent qui vient d'arriver. Alors, OpenClaw, il faut dire que il y a eu beaucoup de problèmes avec OpenClaw parce que pour cela, OpenClaw, il y a certains même qui leur donnaient leur cas de crédit, etc. Parce que OpenClaw peut même aller payer des fleurs, se permettait même de payer des fleurs et envoyer à votre épouse, à votre maman, lorsque c'est leur anniversaire, etc., etc. Et donc, du coup, il y avait quand même des problèmes de sécurité, etc. Mais, et il y a un autre agent MS aussi qui est très bien aussi, qui n'est pas compliqué à mettre en place, qui est beaucoup plus sécurisé, que vous pouvez configurer pour vous aider dans vos tâches. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui disent, bon, moi, ce que je vais, quand je vais le matin, je veux avoir telle information, je veux que l'IA puisse faire ça pour moi. Et donc, ça, MS et OpenClaw permettent de faire ça. À part ça, il y a aussi les automatisations. Alors, ça existe depuis longtemps. Hein, les automatisations. Vers la fin, je vais essayer de vous montrer un peu un certain nombre d'autres outils d'automatisation, etc. On va essayer de regarder un peu quelques exemples. Mais ces outils-là euh, permettaient de faire des choses en différentes étapes. Par exemple, vous voulez poster sur les réseaux sociaux. La première des choses, c'est de chercher le contenu. Ensuite, soit par exemple, valider ce contenu, ajouter des images, et puis poster soit sur Facebook, LinkedIn, sur WordPress, etc. Donc, les automatisations permettent de faire ça. Ou bien, vous recevez un message commercial, une demande, un prospect qui vous envoie un message. Alors, si vous avez en interne des processus de gestion des prospects, alors vous allez mettre en place ces processus-là et automatiquement, ces processus-là vont enclencher les différentes étapes du traitement de ces, de ces prospects-là. Okay? Donc, ce sont des actions automatiques. Et ce qui est bien, c'est que c'est des outils no-code, sans code. Il y en a qui, par exemple, N8N, il y a du code, mais Zapier, tout ça, c'est des outils sans code. Et c'est là, en fait, la valeur ajoutée. Parce que maintenant, avec l'IA, avant, c'était un peu mécanique, mais avec l'avènement de l'IA et le fait que l'IA peut prendre des décisions, puisque ce sont des décisions mécaniques, ces outils-là ont commencé à vraiment prendre de l'ampleur, surtout N8N. Bon, aussi, il y a aussi les outils que vous connaissez tous là, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, etc. Alors, il y a une question de dire, bon, en ChatGPT et Claude, qu'est-ce qui est bien? Ce avec lequel vous vous sentez bien, c'est l'outil qui est le meilleur pour vous. Mais il y a quand même des atouts pour chaque outil. ChatGPT est très bien dans tout ce qui a recherche, organisation du travail. euh, euh, c'est en tout cas, ChatGPT est bien. Et puis, bon, facilité d'utilisation, ChatGPT est bien. Par contre, Claude est très bien dans tout ce qui a copywriting, c'est-à-dire tout ce qui est création de contenu. Claude est très bien. Claude sait vraiment bien écrire. Claude aussi est très bon pour nous, les développeurs. Claude vraiment fait du bon code. Par rapport, comparé à ChatGPT, Claude peut faire du bon code. Mais aussi, Claude commence à se démarquer avec l'utilisation des automatisations, hein, des plugins pour vos entreprises, euh, tout ce qui peut rendre le travail facile. Parce qu'il y a, il y a deux positionnements entre ChatGPT et puis Claude. ChatGPT se positionne beaucoup plus utilisateur finaux. Tous ceux qui utilisent
l'application, c'est vraiment les user base. Mais par contre, Claude, lui, se positionne beaucoup plus entreprise. Donc, les orientations de Claude, c'est beaucoup plus ceux qui sont beaucoup plus techniciens ou bien ceux qui sont beaucoup plus, qui ont des entreprises, qui ont des process qui veulent automatiser, etc. Donc, Claude est mieux de ça. Alors, Gemini, l'avantage de Gemini, c'est que Gemini s'intègre facilement à vos outils que vous utilisez, Gmail, etc. Et puis aussi, Gemini a ce qu'on appelle Google Studio, qui est dans un cadre où vous pouvez utiliser soit l'image, les textes, les applications, euh, les outils que vous connaissez, Google Doc, Android, Google Drive, etc. Et même Android. Donc, il est très bien pour quelqu'un qui veut faire quelque chose euh, euh, dans un peu tous les domaines. Alors, Copilot, lui, par contre, il est très intéressant parce qu'il est intégré automatiquement dans les outils Windows, Word, Excel, etc. Mais moi, on va voir tout à l'heure que Claude aussi a commencé à rentrer dans ce secteur-là où Claude peut être intégré à Word, Excel et puis PowerPoint. OK, donc, alors, comment parler à une IA? Alors, il y a 2 ans, 3 ans de cela, il y a, euh, il y a une discipline qui a failli, qui s'est déjà même, qui s'est créée même d'ailleurs, qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est l'étude qui permet de savoir, d'apprendre comment converser avec une IA. On appelle ça prompt engineering. Alors, le prompt, c'est la question que vous mettez dans le chatbot là. Quand vous allez sur Claude ou bien ChatGPT et que vous mettez des questions, on appelle ça un prompt. Donc, prompt engineering veut dire euh, comment faire pour mieux converser avec une IA afin que l'IA vous donne la meilleure réponse possible. Parce que l'IA peut vous donner plusieurs réponses. Comme on l'a dit, l'IA ne fait que prédire le prochain mot. Et comme puisqu'il prédit le prochain mot, si vous ne donnez pas la bonne question, dans les probabilités ou bien il peut aller un peu dans tous les sens. Donc, mais heureusement ou bien malheureusement, pour ceux qui se sont orientés vers cela, les IA ont commencé à être très bien dans la compréhension de ce que l'être humain veut. Donc, lorsque vous mettez un prompt, même si vous n'êtes pas vraiment doué dans le prompt engineering, l'IA lui-même essaie de comprendre ce que vous voulez. Mais entre laisser à l'IA comprendre ce que vous voulez et apprendre comment le faire bien, pour s'assurer qu'il le fasse bien, il est toujours bien de connaître le concept de prompt engineering. Alors, le prompt engineering, il y a plusieurs écoles là-dessus, hein. Il y a plusieurs manières de, de faire un prompt. Mais la manière qui est la plus répandue, c'est la manière SCTF. La manière SCTF, c'est de dire, euh, quand vous, quand vous envoyez un prompt à Claude ou à ChatGPT, il faut essayer d'avoir ces 4 éléments-là dans votre prompt. Quand vous voulez demander à l'IA de vous fournir un résumé, il faut que ces 4 éléments-là apparaissent d'une manière ou d'une autre dans votre prompt. La première, la première chose, c'est le rôle. Le rôle, et ça c'est le plus important, c'est de donner à l'IA quel est le positionnement qu'il fait. Parce que l'IA connaît tout, ou presque, en termes de connaissances basiques. L'IA connaît la biologie, l'IA connaît la chimie, la diplomatie, tout. L'IA a une connaissance de tout. Et donc, mais
Et donc, au niveau de l'IA, il y a ce qu'on appelle euh, les inférences. Il y a beaucoup de parties de l'IA. L'IA a beaucoup de parties. Mais on veut activer la partie qu'on veut pour ne pas que l'IA se disperse. Et donc, du coup, on va demander à l'IA de jouer un rôle. OK? On va dire, par exemple, agir comme un commercial, ou bien agir comme un développeur, ou bien tu es un expert en prompt engineering, ou bien tu es un expert en diplomatie, notamment au niveau de la CDAO, par exemple. Donc, le plus précis, le rôle que vous lui donnez, le plus l'IA se positionne et active, en fait, les, les, les parties qu'il faut et il ne se disperse pas. Deuxième chose, c'est le contexte. Okay? Le contexte, si vous dites par exemple, je veux que tu me fasses, euh, tu me donnes un peu une stratégie marketing. Bon, ok, il va donner une stratégie marketing, mais de façon générale. Il va aller regarder un peu de façon générale comment les stratégies marketing sont faites, etc. Mais si vous lui donnez le nom de votre entreprise, euh, les documents relatifs à votre entreprise, comment on appelle ça, le site internet de votre entreprise, s'il y a par exemple des prospectus, la liste des produits et tout ça, si vous donnez ça à l'IA et que vous lui demandez de vous donner un résultat, l'IA va se focaliser sur le contexte, c'est-à-dire sur ce que vous lui avez donné. Et donc, le plus précis est le contexte, le plus l'IA va vous donner une réponse qui est adaptée à votre entreprise. Mais après, il faut lui donner ce que tu veux, la tâche. OK? La tâche, c'est, il va rédiger un résumé, il va donner un compte rendu, ou bien il va comparer, etc., etc. Et après, il y a ce qu'on appelle le format. Alors, dans le format, ça peut être, on peut dire PDF, hein, on peut dire Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais le format aussi peut être aussi le style. Le style, est-ce que c'est, par exemple, dans un ton chaleureux, ou bien un ton professionnel, etc., etc. Ou bien si c'est un document, on peut lui dire d'utiliser, par exemple, la charte graphique de votre entreprise, etc., etc. Donc, tout ça, à la sortie, une fois que l'IA va avoir le résultat, si vous lui donnez le format, l'IA va être capable d'adapter le résultat à ces formats-là ou bien à ces styles. Ok, donc on va aller directement aux pratiques. Ici, par exemple, dans euh, le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on a un document qui est un document Word que je vais vous montrer là. Une minute. Alors, donc, c'est le document qu'on a. On a par exemple, bon, moi j'ai fait un truc, j'ai une solution qui s'appelle DocuPro et j'ai par exemple une solution, je vais faire une proposition commerciale, j'ai la référence du produit, j'ai les dates de validité, j'ai le sommaire que j'ai fait, hein, et j'ai le contexte, c'est-à-dire le client, j'ai la présentation de mon cabinet, j'ai l'analyse des besoins du client, etc., 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 les bénéfices. Voilà. Franchement, vous voyez que le document est bon. J'ai ici un peu la proposition financière que j'ai créée. Euh, et puis, j'ai ici comment mettre en œuvre tout ça, euh, les modalités de paiement, les dates de visite, etc. Donc, ce document que j'ai là, mon objectif, c'est de le rendre de façon professionnelle. Alors, on pouvait s'asseoir et puis utiliser Word, etc. Mais on va utiliser ChatGPT, pardon, Claude, pardon. Alors, comme je le disais, si on avait le temps, j'allais donner ces exemples-là à ChatGPT et donner le même exemple à Claude. Et vous allez voir que Claude allait faire un meilleur travail. Et c'est comme ça. Moi, je pense, je vous propose, euh, si vous voulez avancer,
d'utiliser les deux dans les circonstances. Quand vous faites un prompt à ChatGPT, vous le faites à Claude, et au fur et à mesure, vous allez voir euh, qu'est-ce qui est meilleur dans quoi. Et en fonction de vos besoins, en un mois, 2 mois, vous allez savoir quelle est l'IA qui vous sied. Plutôt que de, bon, vous n'allez pas payer les deux souscriptions. Même vous pouvez utiliser les versions gratuites et puis vous allez voir. Donc après, vous allez payer la version gratuite de l'IA qui vous sied le mieux, le plus. Maintenant, dans le contexte actuel, là, aujourd'hui, et là, ça peut changer jusqu'à demain parce que c'est des choses évoluent, en termes de génération de documents, il n'y a pas photo entre Claude et puis ChatGPT. Donc là, on va utiliser euh, Claude. Alors, donc ici, j'ai un prompt. Alors, donc on avait vu tout à l'heure le prompt engineering. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais positionner ces prompts. Donc, je suis dans Claude, hein, je suis dans Claude et je vais ajouter. Alors, quand j'ai fait ça, j'espère que vous voyez mon écran. Hein. Quand j'ai fait ça et puis j'ai choisi le document, qu'est-ce que j'ai fait? En choisissant le document, j'élargis mon contexte. Parce qu'on avait vu tout à l'heure, on avait le rôle et le contexte. Donc, le fait simplement de mettre ce document-là, j'étends mon contexte. C'est-à-dire que je lui demande de faire une proposition commerciale, mais sur la base de mon document. Donc, et voici un peu le prompt que je lui demande. Je lui dis, voici ma proposition commerciale en texte brut. Donc, mon contexte agit comme un consultant en communication. Donc, j'ai fait quoi? Je lui ai donné le rôle. Contexte, rôle. Restructure là. Donc, c'est quoi? La tâche. Restructure là avec un sommaire euh, et des titres clairs, met les tarifs dans un tableau, corrige les fautes et harmonise le ton. Vous voyez? Et rends-moi quoi? Le format. Donc, le format, rends-moi quoi? Un document Word professionnel prêt à envoyer au client. Alors, ce que je peux, il y a une autre astuce que vous pouvez faire, c'est que plutôt que de mettre ça comme ça, si vous voulez, si vous avez vraiment le temps, euh, vous pouvez demander à ChatGPT de faire un prompt pour que vous donnez ça à Claude. Vous voyez, non? Donc, c'est des astuces qu'on peut faire pour pouvoir améliorer le prompt. Si vous voulez réellement améliorer votre prompt, ce prompt que j'ai là, voici maintenant, je peux aller donner ça à Claude, à ChatGPT pour dire ChatGPT, voici un prompt que je vais donner à Claude. Et voici le contenu de mon contexte, mon document. Je veux que tu me donnes un prompt bien ficelé et puis je vais donner ça à Claude pour générer le document. Donc, je vais demander à ChatGPT d'agir en tant que quoi? Ingénieur en prompt engineering. Vous voyez? Donc, ça, c'est des astuces pour pouvoir, si vous avez vraiment un document qui est un peu complexe et que vous voulez, et vous avez des résultats, vous n'arrivez pas à avoir les résultats escomptés, vous pouvez faire ça. Alors, quand vous interrogez ChatGPT ou bien Claude, vous avez les modèles. Alors, donc, dans l'information qu'on va faire, parce que ici, on a 45 minutes, au fur et à mesure, hein, on va, nous allons créer on va vous montrer un peu les masterclass qu'on va faire. Je pense le 8 août, on a déjà une masterclass. Et là, on va rentrer un peu plus en profondeur sur un certain nombre de sujets qui vont vous permettre de sauvegarder beaucoup de temps et puis aussi beaucoup d'argent. Voilà. Si par exemple, vous avez euh, pour ce truc-là, plutôt que de prendre Opus 4.8, parce que c'est des tâches qui sont complexes, euh, je peux prendre par exemple Sonnet 4.6. Et là, si
vous êtes dans la version gratuite, vos tokens ne vont pas expirer très rapidement. OK? Mais malheureusement, je pense que ChatGPT, Claude, ils ont commencé à faire en sorte que on ne peut pas changer en fait les modèles là lorsque vous êtes dans un environnement gratuit. Mais même avec les abonnements de 20 $ et autres là, il est important de faire ça, de choisir le modèle qui est le plus approprié. Euh, Quand vous mettez l'effort c'est quoi? C'est que si vous mettez les efforts très max, ça va prendre beaucoup plus de temps, hein. Mais le rendu ne sera pas forcément très bien par rapport à, par exemple, euh, élevé. Mais pour la plupart des tâches, il est mieux d'utiliser élevé. Mais il ne faut jamais utiliser faible ou moyen. Il faut toujours peut-être utiliser élevé ou bien max. OK? Et ici, la réflexion aussi va permettre à ChatGPT ou bien à Claude de réfléchir, de se donner. On va voir ça tout à l'heure. Il va lui-même se poser des questions avant de pouvoir te donner la réponse. Alors, donc, Claude va commencer à. Voilà, donc, puisque j'ai dit il n'a qu'à réfléchir, donc il va commencer à réfléchir. Alors, donc, on va laisser ça, parce que ça va prendre du temps. Là, elle est en train de lire ce qu'on appelle les skills. Les skills, c'est un peu euh, les compétences. Parce que les IA on leur donne des compétences de créer des documents Word, etc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas l'IA lui-même qui fait ça, mais c'est les compétences, les skills on leur donne qui leur permettent de créer, par exemple, des documents, etc. Donc, on retourne sur notre interface. Et on va aller alors à la prochaine, au prochain exemple. Voilà. Donc, dans le prochain exemple, on va utiliser un fichier Excel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour ceux qui sont dans la finance, mais presque tout le monde, tous ceux qui utilisent le fichier Excel. Euh, Cette compétence-là, je pense qu'il n'y a pas plus de 6 mois que Claude l'a vraiment développée. C'est de créer, je vais vous montrer le fichier Excel. Donnez-moi une minute. J'avais ça ouvert là. Alors, donc, j'ai ce fichier Excel là. Alors, je pense que certains d'entre vous, ou peut-être vous travaillez dans une entreprise où vous avez des systèmes qui permettent de générer de contenu, hein. Ça peut être des documents de vente, etc. Donc ici, par exemple, c'est un système qui a été développé. Attendez, il y a quelqu'un qui a son son allumé. Je vais essayer de couper le son là. Bonsoir, bonsoir. Je participerai définitivement. Bon, donc je vais essayer de couper les micros là, parce que là, ça me gêne beaucoup. Il y a des gens qui sont agamés. Et puis, bon. Euh, voilà, donc je vais essayer de couper les micros, après je vais les activer. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc je retourne au fichier Excel. Donc on a ici les données de vente, on a la date de vente, on a le code produit, le code commercial, on a le commercial, le territoire, le produit, le réseau, la quantité, le prix,
et le montant. Donc ça, c'est un document qui a été généré euh, par, par l'IA, par un système d'information. Alors, si vous regardez, bon, ça, je voulais faire un peu, le premier exemple, on l'a fait à travers le chat. Ok. Vous voyez, on allait dans le chat et puis on a ajouté le document. Et puis là, je vais par contre utiliser une extension Claude. Alors, donc, dans les formations qu'on va faire, on va essayer de vous montrer un peu comment mettre ça en place. Et l'extension Claude, c'est beaucoup plus intéressant même que, que le chat. Ici, je me suis connecté sur cette extension-là. Voilà. Donc, je suis connecté. Vous voyez ici, c'est Claude. Et ça, c'est Excel. J'espère que vous voyez mon écran. Hein. Vous voyez mon écran, oui, je vois. Voilà. Bon, vous voyez mon écran. Donc, et ça veut dire que c'est comme si j'ai Claude dans Excel. J'ai Claude dans Excel. OK? Je ne vais pas ajouter, comme je l'ai fait de l'autre côté, et ça, je peux le faire aussi. Je pouvais ajouter le document Word dans le document Word, le document Excel, pardon, dans le chat de Claude, et puis envoyer le prompt qu'on avait envoyé. Mais ce que j'ai fait, j'ai intégré Claude directement dans Excel. Et du coup, j'ai la puissance de Claude dans ce fichier de document-là, spécifique. Donc là, on ne parle même plus de contexte. Hein. On ne parle plus de contexte puisque je parle directement au fichier Excel. Alors, donc, je vais vous donner le prompt. Je vais lui donner un prompt. Et là, directement, je vais coller le prompt ici. Je vais utiliser Opus 4.5 toujours. Voilà. Voilà. Et voici le prompt que je lui dis. Voici mon export de vente fichier. Donc, le contexte. Agit, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Agit comme un analyste. OK? Donc, le rôle, la tâche, c'est quoi? Créer une feuille par dimension. Commerciaux, c'est-à-dire que ici, j'ai les commerciaux, les produits, euh, les catégories territoire. Parce qu'en fait, ce que je veux faire simplement, c'est que je veux que Claude, là, extrait la liste, là, de tous les commerciaux et puis le mettre dans une feuille ici. Comme ça, peut-être que moi-même, je vais utiliser ça pour faire autre chose, en fait. Parce que le système tel qu'il est dans l'application, lui, il met les transactions. Ici, c'est une transaction. Mais moi, je veux avoir une idée nette. Je vais organiser mon fichier. Et donc, je vais créer une feuille par dimension. Donc, 2, 1, 2, 3, 4. 4 feuilles que je veux qu'il crée ici. OK? Et avec les totaux, mais chaque tableau en forme. Donc, toi, c'est pas en forme ici, je veux qu'il mette en forme. Puis, ajoute un tableau de bord avec des graphiques des meilleures ventes. Bon, je pourrais même, au lieu de mettre des graphiques des meilleures ventes, je peux même changer ici avec des statistiques. Parce que si je mets des meilleures ventes, il va seulement qu'il fait les meilleures ventes avec des statistiques. Statistiques intéressantes. Encore une fois, si vraiment je voulais être un peu plus créatif et autres, j'allais prendre ce fichier-là, Excel, l'envoyer à ChatGPT ou même à Claude lui-même, et puis je vais lui dire de regarder le fichier et me donner un prompt pour améliorer ce document avec des statistiques, etc. Donc, il allait encore me donner un meilleur prompt que ce que j'ai mis là. Donc, je vais valider. Donc, vous voyez qu'on a fait deux choses. On a utilisé Claude
dans le navigateur, on a utilisé Claude dans Word, dans Excel lui-même. Mais on pouvait faire la même chose pour Word aussi, hein. On pouvait aller dans Word, même PowerPoint aussi, on pouvait faire la même chose. Alors, il y a aussi un outil aussi qui est très intéressant, qui est Claude Desktop. Donc, au lieu d'aller, parce que Claude en ligne, c'est bon, mais lorsque vous allez utiliser Claude Desktop, il y a un certain nombre de choses que Claude en ligne ne peut pas faire, notamment écrire dans votre dossier. Et donc ça, bon, je vais le faire, ce n'était pas prévu, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, vous voyez ici, ce que j'ai ici, c'est Claude Desktop. Vous allez sur Claude et puis vous téléchargez. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, lorsque je fais une nouvelle tâche, je peux travailler dans un projet qui est sur moi, mon ordinateur. Donc, quand Claude met à jour le document ou bien crée le document, il crée le document directement sur mon ordinateur. Mais ce qui est intéressant en utilisant Claude Desktop, c'est que je peux lui désigner un dossier. Par exemple, si j'ai la liste de mes clients ou bien j'ai un dossier par client, je peux cliquer sur ça et puis je vais dire à Claude d'aller regarder dans ça. Donc, ça dit que j'augmente le contexte par un dossier carrément sur mon ordinateur. Au lieu d'aller prendre les documents un à un et puis l'ajouter dans le navigateur, je peux donner un dossier complet. C'est-à-dire qu'un dossier complet sur mon ordinateur et j'ai dit à Claude, bon, travail, recherche dans mon dossier. Donc, si par exemple vous avez oublié un document, par exemple, et ça, je connais plus des gens qui le font, c'est qu'ils ont un dossier des clients de comptabilité qui est tellement long et ils cherchent un document, un fichier, ils n'arrivent pas à le trouver. Mais avec ça, vous pouvez demander à Claude d'aller chercher le fichier pour vous. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, vous avez vu ici, par derrière, Claude a commencé à travailler. Voici le fichier export qu'il a. Il a créé les commerciaux. Bon, il n'a pas encore terminé, hein. Il a créé les produits. Bon, il n'a pas encore créé le produit, catégorie, mais en tout cas, il a créé tout. On va revenir vers lui après. Et puis, on va aller voir de l'autre côté s'il a terminé. Alors, donc, il n'a pas encore terminé. Alors, ce que je vais faire, c'est que, puisqu'on n'a pas assez de temps là, on va les laisser continuer. Et puis, on va demander à Claude, mais cette fois-ci peut-être en utilisant Claude Code. Alors, quand vous avez Claude Code, il y a trois parties sur Claude Code. Je m'excuse, je pense que je vous propose tellement de choses, de nouvelles choses, ça peut être un peu compliqué pour vous, mais tout ça, en fait, c'est des choses qu'on pourra vous montrer après. Il y a la partie chat et il y a la partie Claude Cowork. Alors, la partie Claude Cowork, là, c'est la partie où Claude a accès à vos documents. OK? Et ici, bon, ça, c'est pas pour vous, mais c'est la partie code qui est là, où vous pouvez demander à Claude de faire le code. Maintenant, ici, ce que je vais faire une nouvelle tâche ici. OK? Et je vais aller prendre, par exemple, un dossier. Bon, je vais prendre un document, le document de vente là, puisqu'on n'a pas assez de temps. Et puis, je vais dire et ça, c'est le document brut là, hein. Je vais dire à Claude de créer un document PowerPoint. Voilà, donc on va dire, bon, j'ai un truc pour ça ici. Voilà, donc ici j'ai, à partir de ma proposition commerciale, bon, c'est pas finalisé, donc ma proposition, voilà, agit comme un consultant. Parce que ce qui aurait été bien, si on avait assez de temps, c'est que c'est lorsque Claude va terminer ici, ce document-là qu'il est en train de créer là,
que je vais venir prendre ce document qui est là et puis venir lui dire de créer un PowerPoint. Parce que ce que je veux faire, c'est qu'on est parti d'un document Word brut et on lui a demandé de créer un document qui est en PDF ou bien en Word, mais bien ficelé, bien agencé, etc. Mais de là-bas, maintenant, je veux créer une présentation pour le client. Quand je vais aller chez le client, c'est un PowerPoint et je veux qu'il le fasse pour moi. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, vous avez une présentation à faire, il vous reste 15 minutes ou bien 1 heure de temps. Bon, il y a des choses à agencer. Vous voulez créer un PowerPoint qui est spécifique au client. Alors, donc, vous pouvez utiliser Claude, que ce soit dans le cowork ou bien en chat, pour pouvoir créer ça. Donc, ici, ce que je vais faire, il va pas, si je fais l'effort moins, ouais, c'est bon, élevé, c'est bon. Je vais prendre, ouais, c'est bon ici. Voilà, il y a le modèle. Donc, je pense que tout ça, c'est bon. Ça va prendre un peu plus de temps. On va aller aux questions-réponses en attendant qu'il termine ça. Alors, donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand il va finaliser là, il va créer ça dans un dossier sur mon ordinateur. Et je pourrais travailler avec ça après. Voilà. Donc, voilà, on a trois choses, hein. On a euh, dans le chat, on a le document qu'on a mis et il est en train de travailler sur le document. Je pense que c'est ça très bien parce qu'il prend beaucoup de temps pour le faire. Il évalue un peu comment ça va se faire. Il va ajouter les calculs, le tableau financier. Il réfléchit un peu pour voir comment est-ce qu'il va faire. Voilà, voilà. Donc, il va faire beaucoup de choses. Ça, c'est la première des choses qu'on a faites. La deuxième chose, c'est on allait dans Excel et on a demandé à Claude de travailler. Ah, pardon. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que pour des raisons de sécurité, il y a des choses que Claude ne fait pas euh, sans vous demander votre avis. OK? Puisque ici, il va modifier le fichier lui-même, il est en train de modifier le fichier, il me demande s'il doit changer. Il doit le faire. Donc, je dois lui donner la permission de le faire. Donc, je vais lui demander, je vais lui dire oui et il va commencer. Désolé, je n'avais pas vu ça. Et la troisième chose, c'est ici, le document là, le PowerPoint là qu'il est en train de créer. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il est en train d'ajouter les commerciaux, etc. Donc là, il travaille sur mon fichier pour moi. Vous voyez que je donne ça à mon collaborateur qui va prendre du temps, qui va, voilà, etc. Claude est en train de travailler pour moi sur mon fichier Excel. Bon, il a fini, il est en train de faire la mise en page. Voilà, on va revenir après. Donc, on continue avec la présentation. Donc ça c'est le troisième, le PowerPoint. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est que l'IA a des limites. Il y a des choses que l'IA ne sait pas encore bien faire. OK? La première chose, c'est que l'IA peut inventer souvent des faits. Si vous dites à l'IA, il y a, il y a une région en Côte d'Ivoire qui s'appelle la région du Trakala. Ça n'existe pas. Hein. Donne-moi, par exemple, les trucs, enfin, la population de Trakala qui n'existe pas. Bon, si vous ne faites pas attention, l'IA va vous donner une réponse de ce qui n'existe pas. Parce que l'IA a été entraîné pour prédire le prochain mot. Et donc, du coup, il s'est dit forcément que ça existe, mais ça n'existe pas, mais il va chercher toujours à vous satisfaire. Donc, ça, il peut inventer des chiffres, il peut inventer des faits. Tout dernièrement, d'ailleurs, j'étais en train de... j'ai demandé à l'IA, parce que ça aussi, c'est une des utilisations de l'IA, c'est ce qu'on appelle le web scraping. Le scraping, c'est de permettre à l'IA d'aller sur Internet et puis chercher
des informations. Par exemple, la liste des entreprises. Et donc, j'ai demandé à l'IA de me donner la liste de 300 entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, et il y a, vous voyez, 300 entreprises, mais dans les 300 entreprises, il y avait 100 et quelques, non, ouais, 80 et quelques, 99, 98 entreprises qui ont été inventées. Tu vois? Et donc, il faut demander à l'IA, parce que, et souvent aussi, ça peut être qu'il est en train de faire des recherches. Et si, par exemple, vous n'avez pas assez de tokens, par exemple, pour le reste, là, il va essayer d'inventer des choses. Donc, il faut faire très attention lorsque vous demandez à l'IA. S'il n'arrive pas à scraper, par exemple, le scraping, vous pouvez le faire sur LinkedIn et sur les annuaires, etc. Et, euh, et il fait. Alors, donc, quand l'IA invente des choses, on appelle ça des hallucinations. Donc, on dit l'IA hallucine. Maintenant, bien évidemment, c'était beaucoup plus prépondérant avant que maintenant. Avant, voilà, maintenant, le harness là, qu'on a mis en place, que les gens ont mis en place, il y a ChatGPT, Anthropic et autres, lui permettent, lui permettent d'éviter d'inventer, d'halluciner. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est que l'IA n'est pas toujours à jour, parce que les IA, là, on leur donne un apprentissage sur les données sur Internet, etc. Mais à un certain moment, on arrête l'apprentissage. Et donc, si on a arrêté l'apprentissage en janvier 2026, donc tout ce qui vient après janvier 2026, l'IA n'a aucune connaissance de cela. Si vous posez des questions et qu'il n'arrive pas à aller sur Internet, il va vous dire que ce n'est pas vrai. Si par exemple, voilà, il va vous dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, ça, c'est des choses que les IA, Anthropic ou autres, ont essayé de combler par la possibilité pour l'IA, lorsque elle n'a pas l'information, d'aller sur Internet pour chercher l'information. Et puis aussi, c'est très important, l'IA n'a pas de jugement humain. Donc, l'IA ne peut pas vous dire, est-ce que c'est bon de dire à un enfant, oui, la drogue, là, ça peut t'apaiser. L'IA ne sait pas, ne peut pas, ne connaît pas, ne sait pas faire ça. Mais avec l'apprentissage, un peu, l'IA a commencé à avoir un peu d'empathie et autres. Donc, il faut avoir trois réflexes. D'abord, vérifier les faits, les chiffres et puis les sources. Alors, moi, je vous propose, si vous êtes en train de faire des recherches et que vous voulez vous assurer que les résultats de ces recherches-là sont bons, il faut utiliser, par exemple, Perplexity AI au lieu d'utiliser ChatGPT et Claude. Dans tous les cas, si vous avez le choix entre seulement Claude et ChatGPT, prenez ChatGPT pour les recherches. ChatGPT est mieux pour les recherches, etc. Il y a aussi, faites attention de protéger les informations. Faites, ne mettez jamais des mots de passe ou des informations personnelles dans le chatbot. Voilà. Et les données bancaires, ça, vraiment, il ne faut jamais le faire. Et puis aussi, il faut faire en sorte que lorsque vous donnez une tâche à l'IA, l'IA va générer tout à l'heure des documents pour nous, des informations pour nous, il faut toujours vérifier. Il peut toujours, parce que l'IA peut inventer un certain nombre de choses. Donc, alors, ce que je peux vous proposer, c'est que aujourd'hui, vous allez peut-être aller réfléchir pour voir un peu quelle est la tâche que vous faites quotidiennement, soit personnellement ou bien au travail, qui vous prend beaucoup plus de temps. OK? Et puis, vous allez ouvrir à ChatGPT ou Gemini, etc. Et puis, vous demandez de vous aider à faire cela. Donc,
Ensuite, il faut apprendre, il faut apprendre beaucoup. Il y a plein de tutoriels. Malheureusement, la plupart des bons tutoriels sont en anglais, etc. Mais il y en a plein qui existent. Vous pouvez aller le faire. Et si aussi, vous pouvez aussi vous aider aussi à créer des visuels, des plans, etc. Essayez à chaque fois d'utiliser des compétences et puis utiliser l'IA pour combler ces compétences-là. Alors, il y a aussi, j'aimerais aussi vous attirer votre attention que nous avons aussi ce qu'on appelle des masterclass. Alors, je vais vous présenter un peu ça. Donnez-moi une minute. Voilà. Donc ici, on a... Bon, déjà, même avant d'arriver à cela, je vous avais parlé des automatisations, hein, des automatisations avec ChatGPT, etc. Donc ici, ça c'est N8N qu'on utilise pour pouvoir, par exemple, moi, cette automatisation me permet de créer des prompts, des posts sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et comme je gère beaucoup de pages Facebook, euh, l'IA lui seul, ça c'est un fichier Excel qui se trouve sur Google Drive. L'IA va aller puis regarder les comptes, les différents comptes que j'ai, et puis l'IA va créer un message pour poster. Ensuite, ici, il va créer une image, et puis l'IA ici va poster sur ma page Facebook ou bien LinkedIn, et puis mettre à jour l'historique pour que on ne puisse plus utiliser le même thème. Donc, si je vous montre par exemple ici, vous voyez que ça a été fait par l'IA. Le 18, vous voyez que tous les jours, j'ai programmé l'IA à faire un post à 9h. Vous voyez ici, c'est 9h03, 9h03, 9h0. Bon, ici, ça, c'est un truc que j'avais, un test que j'avais fait. Parce que je voulais que l'IA change un peu la manière de faire ces images-là. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je veux que ça soit un peu plus intelligent dans la création des images, que ça soit beaucoup plus, euh, voilà, pas intéressant, quoi, pas les mêmes images là. Donc, j'ai arrêté ça, mais par exemple, ça, c'était un peu différent. Voilà, donc, ce sont des automatisations qu'on peut faire pour que ça puisse l'IA peut nous aider à générer du contenu. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va apprendre dans les différentes sessions. J'ai aussi ici Make. Make aussi, c'est un peu comme N8N, mais c'est beaucoup plus facile à utiliser. Ça va vous permettre de connecter votre application, les Salesforce. Ceux qui connaissent Salesforce, par exemple, vous pouvez intégrer vos applications avec Make pour aller, par exemple, au niveau de Salesforce, là, prendre des données de Salesforce et puis faire des actions là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, comme je le disais, on va avoir par exemple une formation sur l'IA, comprendre l'IA, ça sera le 3 août. Et ça, dans cette formation-là, on va aller plus approfondir avec les agents, les assistants, Close, ChatGPT, etc. Ici, on va faire aussi comment configurer ChatGPT. Parce que quand vous allez sur ChatGPT, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'utilise pas sur ChatGPT. Par exemple, ce qu'on appelle les projets. Quand vous allez sur ChatGPT, vous avez ce qu'on appelle les projets. Donc, les projets ici vont vous permettre d'organiser le contenu des différents chats que vous avez. Plus que de chatter, par exemple, là, j'ai un ami avec lequel je travaille. Donc là, je crée un projet, collaboration avec telle personne. Et toutes les informations, toutes les discussions que j'ai avec lui, je mets là-bas. De sorte à ce que lorsque je vais poser une question sur notre collaboration, ou bien je vais lui demander de faire peut-être un contrat, il connaît déjà le contexte.
Voilà, je ne suis pas obligé de venir remettre. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle ici les GPT. Donc, les GPT sont des outils qui vont nous permettre d'automatiser aussi un certain nombre de choses. Si je vais sur Claude, là, il y a plein de choses avec Claude qu'on peut faire. Hein. Par exemple, Claude Design. C'est Claude Design va vous permettre d'avoir votre logo, les couleurs, etc. Pour que, par exemple, les demandes de génération de documents qu'on a fait tout à l'heure là, automatiquement, Claude va aller prendre nos logos, nos couleurs et créer tout ça avec ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, voilà, qu'on peut faire avec Claude et puis ChatGPT. Et donc, pendant les formations, là, nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur. Alors, je vais repartir ici pour voir si les documents là sont prêts. Voilà. Donc, le premier document, il est bon. Vous voyez que d'un document brut, hein, je suis à un document qui est assez, voilà, assez professionnel, hein, avec des sommaires, hein, avec le contexte, avec des entêtes, hein, ici, une présentation avec vraiment pas mal d'informations bien structurées que je peux directement envoyer au client. Ici, il m'a mis un tableau, euh, voilà, ici, le calendrier bien formaté, etc. Euh, Repartons sur, je pense qu'on avait ici, voilà, le PowerPoint. Donc là aussi, c'est terminé. Donc, voilà, je peux afficher ça là. Donc, voilà, donc ici, la première page. Vous voyez que c'est du constat aux objectifs. Voilà, pas mal de choses. Et ça, c'est à partir des données brutes que j'ai envoyées. Et si j'avais utilisé, par exemple, le Cloud Design, elle allait peut-être mettre les couleurs que j'ai, etc. Je pense que la dernière chose, c'était au niveau de Excel, du fichier Excel. Voilà. On va voir s'il est terminé. Bon, ici, il y a les commerciaux. Bon, ça, il a bien fait ça. Les produits, les catégories, le territoire. Et puis ici, on a le tableau de bord. Voilà. Donc, ce tableau de bord, bon, franchement, il peut mieux faire. Hein. Il peut améliorer tout ça. Mais je pense que si j'avais pris le temps de bien lui demander, il allait en tout cas améliorer ça encore plus. Alors, donc, voici un peu ce que je vais. On a débordé